Le fait de la crise, non plus une identité. Women International League for Peace and Freedom, section Cameroun, publie les résultats de l'analyse assortie des recommandations sur la dimension genre dans les conflits au Cameroun. C'était à la résidence du Haut-Commissaire de Grande-Bretagne à Yaoundé. Je vous le disais en titre, on est passé à un doigt de l'émeute hier au quartier Mokolo à Yaoundé. Des affrontements sanglants entre policiers et agents de la police municipale ont fait une vingtaine de blessés graves. À l'origine, l'arnaque dont sont victimes les commerçants de cet espace marchand, exténués de reverser aux éléments du commissariat public du 2e arrondissement les taxes sur l'occupation temporaire de la voie publique. D'autres précisions avec Marcelin Gansor. Il ne s'agit ni de malfrats, encore moins de brigands, mais des agents de la police municipale de Yaoundé 2. Alors qu'ils percevaient la taxe relative à l'occupation temporaire de la voie publique, ils ont été pris à partie par un groupe d'individus dont le rattachement à une quelconque entité relève jusqu'ici d'un mystère. 24 heures après la bastonnade qu'ils ont reçue, ces infortunés ont du mal à tourner la page. Hier, on est en train de vendre le ticket au niveau du marché. Subitement, on voit le gros bras de commissariat qui vient nous attaquer. On demande même qu'est-ce qui se passe, on ne connaît même pas. Subitement, on voit le gars en train d'arrêter celui qui vend même le ticket. Il commence à lui traîner par terre. Il dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Je viens maintenant à côté de celui qui l'a en train de tirer. Il dit que qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi même? Le gars il dit que non, vous allez répondre au commissariat. On arrive à l'entrée du commissariat, le policier commence à nous taper, massacrer partout. Vraiment, ça ne va pas. Depuis hier, j'ai le vertige. Parce que là, je ne vois pas bien. Si je ferme ça, là, je ne vois pas. S'il y a des individus qui intimident, qui menacent et qui interpellent et saisissent même les biens des commerçants, cela n'est pas normal. Donc le commissariat doit faire son travail. Le commissariat doit protéger justement les commerçants. Je ne sais pas pourquoi donc ces individus-là, sans foi ni loi, peuvent intimider et menacer autant de commerçants, empêcher même que la mairie puisse faire son travail normal, qui est d'assurer le bon ordre urbain et percevoir les taxes liées à l'activité qui est menée par ces commerçants. Au centre du conflit, qui aurait pu dégénérer en émeute, la perception de la taxe d'occupation temporaire de la voie publique, tâche normalement dévolue à la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. Sauf que sur le terrain, des individus méconnus de la mairie imposent d'autres paiements aux commerçants en quête de leur pitance quotidienne. C'est l'occasion de fustiger l'action de ces individus-là. Parce que le commissariat est juste en face du marché. Il est donc inadmissible que des individus qui ne sont ni des policiers, ni des agents de la commune, entrent dans le marché, entrent à travers la voie publique, menacent les commerçants, arrachent les marchandises, les font saisir, les mettent à l'exposition de qui? Les qui sont justement derrière ces fameux gros bras que nous ne connaissons même pas. Genre, on entend seulement parler de noms champi, moi je ne les connais même pas. Les commerçants abusés et désabusés portent un doigt accusateur en direction du commissariat de sécurité publique du 2e arrondissement. Là où je suis là, je souffre avec ma mère qui n'a pas le pied, avec le béquille. On nous chasse, on ramasse nos marchandises. On la met au commissariat, on donne 10 000, on refuse, on donne 5 000, on refuse. Avec mon enfant, ça ne va pas. Je vais payer le ticket, c'est le ticket que je veux. Il y a deux circuits, le circuit du commissariat et le circuit du poste de police. Chaque fin du mois que vous voyez, on collecte suffisamment d'argent pour les transmettre. Et tout le monde ici le sait. Demandez-les, ils vont vous le dire. Les collectes se font. Une brouette que vous voyez, le brouette qui installe au milieu de la route, c'est 10 000 francs par mois. En réalité, c'est une imposture. Devant cette situation confuse, le chef de l'exécutif municipal de Yaoundé 2 a entrepris plusieurs démarches qui sont de voir clair dans ce qui s'apparente à une mafia bien organisée. J'ai reçu des dénonciations des commerçants et j'ai fait mon travail de maire, c'est-à-dire que je suis moi-même descendu sur le lieu à plusieurs reprises. La première descente, je l'ai fait en présence du commissaire de sécurité publique en personne. Nous avons sensibilisé les populations, nous avons sensibilisé les commerçants qui sont dans les environs. Nous avons demandé libérer les terres pleins, libérer les parkings, reculer d'un mètre pour que les piétons puissent passer. Nous ne savons pas pourquoi, par la suite, ces individus peuvent être au-dessus de la loi. Ça, c'est inadmissible et incompréhensible. Et hier, nous avons justement atteint un point culminant où des agents, dans le cadre et dans l'exercice de leurs fonctions, se font bastonner par des personnes qui sont justement tapis dans l'ombre.
Nos tentatives pour avoir la version des faits du commissaire de sécurité publique du 2e arrondissement de Yaoundé se sont heurtées à un mur de procédure digne des pratiques récurrentes au sein de la Grande Muette. Est-ce qu'il vaut un traitement aussi inhumain de la part des autorités qui sont chargées plutôt de les protéger? Bon, il y a une bagarre entre les agents de la mairie et ces gros bras. Montrez-moi un seul gros bras qui a donc été arrêté et interpellé. On ne les voit pas. On se pose donc des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement entre ces gros bras-là et les forces de maintien de l'ordre du commissariat de sécurité du arrondissement des accointances? Nous aimerions bien qu'on fasse la lumière sur cette situation-là. Au marché Mokolo, les commerçants concernés sont sur le pied de guerre. Ils n'entendent plus donner le moindre radis en dehors de ce qui est prévu au titre de taxe d'occupation temporaire de la voie publique. La mairie qui comprend leur exaspération est en face d'une sorte de nébuleuse dont il faut percer le mystère. Une affaire à suivre. Évoquons à présent la colère des habitants du lieu-dit Bonabo sur le prolongement du boulevard de la République, remonté contre le nombre de décès et de blessés au quartier Bépanda. Ces habitants ont tenu à demander lors d'une manifestation la pose des ralentisseurs aux autorités, une incongruité visible également à la pénétrante est de la ville de Douala. Steve Eboulé, Donald Brice Kamgan. Sur ces photos, des personnes décédées ou des blessés graves hospitalisés. Des blessés auxquels ces habitants du lieu d'Ibonabo, sur le prolongement du boulevard de la République, veulent mettre fin. Ce que nous demandons aujourd'hui à la communauté urbaine, c'est qu'ils puissent nous mettre les ralentisseurs automatiques sur cette route pour faciliter la tâche à la population de traverser cette route. Depuis 2019, date de la mise en service de ce tronçon routier qui relie Bépanda à Bonamoussadi, près de 20 personnes sont mortes percutées par des véhicules ou des motos roulant à tombeau ouvert. Eric a perdu son frère cadet ici au mois de mars. Quand la voiture est percutée, la voiture est partie, il est tombé du côté de la chaussée, quoi. Bon, les gens, comme à ce moment, il y a passé des personnes. Quand les gens sont sortis, on les transportait, on les posait sur les plein terre. Juste quelque chose comme 20 minutes, il est amené à l'hôpital. Avec l'hôpital, il est décédé. Le quartier est devenu un producteur de personnes handicapées. Pour celles qui ont pu se mettre sur 2 béquilles ce matin, elles ont tenu à interpeller les autorités de la ville. J'ai seulement compris, c'était tout. La moto était sous le camion et moi également, je suis sorti en bas du camion. Là, vous voyez tout ça comme ça. Oui, toutes les photos que vous voyez, la majorité là, ce sont mes photos. Entrée est de la ville de Douala, vitesse grand V ici pour les véhicules de la route nationale numéro 3. Au milieu, c'est dans les deux sens. C'est là où c'est plus compliqué. Il faudrait que le gouvernement mette en place, n'est-ce pas, un dispositif qui pourra aider à mieux sécuriser, surtout pour les enfants, surtout pour nos enfants qui traversent cette route au quotidien. Avec un trafic routier beaucoup plus important ici à la pénétrante est de Douala, les risques d'accident de la circulation sont très nombreux. Ici, de nombreux morts et des blessés graves, souvent peu relayés. La faute à une voie routière peu marquée et l'absence de ralentisseur de vitesse. Ici, en direct de la pénétrante est de Douala. Sif et Boulet, Donald Brice Kamga, Equinox Télévision. Rappelons que le sous-préfet de Douala 5e est descendu sur le lieu de cette manifestation. Après sa tenue, sous sa conduite, les forces de maintien de l'ordre ont interpellé 4 personnes, dont des leaders de ce sitting pacifique, des personnes conduites au commissariat de sécurité publique du 9e au quartier d'Eido. Nous y reviendrons. Le quartier Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, serait-il le fief des entreprises exerçant dans l'illégalité? Car plusieurs viennent d'être interpellés ou viennent d'être démantelés par les autorités. Plusieurs spécialisés dans la fabrication du café et du ciment-colle viennent d'être démantelés par les autorités administratives. Isabelle Carole Zoupet, Innocent Abega. Une entreprise clandestine de production de café en sachet. L'opération est menée dans un environnement insalubre. Le résultat de ce travail laisse à désirer à cause de son milieu impropre.
Nous sommes au lieu d'Ibo Django, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Non loin de là, c'est une cour inondée de fûts contenant des produits chimiques destinés à la fabrication des savons et laits de toilette qui attirent les autorités. Conclusion, il faut tout détruire pour éviter toutes sortes de dangers liés à la mauvaise manipulation et à la toxicité de ces produits. Dans la même veine, c'est une entreprise de production de ciment-colle ne respectant pas les normes qui a été mise sous scellé par les autorités administratives. Bien plus, le quartier Bonabéry, qui accueille l'équipe administrative engagée dans le contrôle des structures basées dans cette circonscription, abrite une usine de fabrication de whisky en sachet qui, selon le constat, n'assure pas la sécurité des employés. L'absence d'équipement permettant au personnel d'être à l'abri de tout danger est inexistant. Le fait marquant de ce périple, engagé par les pouvoirs publics, est la découverte d'une usine de fabrication d'armes artisanales. Ici, tous les outils utilisés dans la fabrication de ces armes ont été saisis et des employés interpellés. À cette allure, Bonabéry serait désormais le fief des entreprises illégales au regard de la moisson qui découle de cette action menée par les autorités locales. En politique, une dizaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Bibouni Sak et Alain Fogué, transférés à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, la décision de les placer sous mandat de détention préventive est tombée hier soir. Eric Fopossi. Bibouni Sak, Alain Fogué et 7 autres militants du MRC séjournent désormais à la prison centrale de Kondengui. Dans son ordonnance de mise en détention provisoire de 6 mois, le juge d'instruction, près le tribunal militaire de Yaoundé, les accuse de tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé et défaut de carte nationale d'identité. Dans la soirée de mardi 3 novembre 2020, la décision signé du magistrat Bias Joël Albert tombe comme un couperet. Des spéculations de tout genre ayant prospéré quelques heures avant leur extraction du secrétariat d'État à la Défense pour le tribunal militaire de Yaoundé. Ce nouvel épisode constitue la suite des actes judiciaires émanant des événements du 22 septembre dernier. Pour le cas d'Olivier Ulrich Bibouni Sak, le porte-parole et conseiller de Maurice Kamto avait été interpellé à son domicile le jour même de la manifestation initiée par le MRC. Amené à la division régionale de la police judiciaire du centre, il avait été ensuite conduit dans la soirée du 24 septembre au secrétariat d'État à la Défense, le CED. Il y a quelques jours, 36 militants du MRC étaient également envoyés en prison dans le cadre, là aussi, des manifestations du 22 septembre. Œuvrer à l'accélération du processus de décentralisation à travers un transfert réel de compétences aux collectivités territoriales décentralisées, c'est le défi qui attend le nouveau président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7, a été élu au cours d'une assemblée générale des CVUC à Yaoundé. Joël Essengue à Xirel. Dans leurs communes respectives, ils sont tous élus au suffrage universel. Mais au sein de leur association, les maires n'avaient pas encore expérimenté la désignation des responsables du bureau par voie démocratique. Pour les premières élections pluralistes au sein des CVUC, Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7, l'emporte 198 voix contre 165 face à Abo Aboubakar, maire de Belel dans la région de l'Adamawa. Mais le nouveau président des communes et villes unies du Cameroun n'est pas triomphaliste. Il tend la main à son adversaire. C'est la première fois qu'on met en place des mécanismes démocratiques pour la désignation des bureaux des CVUC. Je dois rencontrer M. Abo, qui est un homme de qualité, pour que nous puissions discuter sur la manière de conduire ensemble notre mouvement.
pour rassembler la grande famille. Il y a tout de même comme un air de jubilation qui empêche pour l'instant au président nouvellement élu de se pencher déjà sur ses premiers chantiers. Les chantiers, je pense qu'à d'autres occasions, nous allons en parler. Il y a un programme qui a été défini. Nous ne pouvons plus dérouler quelque chose pour ce jour. Nous aurons le temps, nous serons à la disposition des médias. L'Assemblée générale élective des communes et villes unies du Cameroun se déroule en présence du ministre de la décentralisation et du développement local. Georges Elangaobam déroule les missions des CVUC en rapport avec le processus de décentralisation. La décentralisation nécessite, dans sa mise en œuvre, la pleine participation et la totale implication de chacun de ces acteurs que sont notamment les collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation, c'est aussi son mouvement municipal. Un mouvement municipal dynamique, animé par des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes dévoués à la cause de leur communauté de base. La nouvelle équipe dirigeante des communes et villes unies du Cameroun, CVUC, est composée de 28 personnalités, dont 17 membres du bureau et 11 présidents de commission. Elle a un mandat de 5 ans. Parlons économie à présent. Le secteur privé en quête d'accompagnement, durement frappé par les conséquences de la crise sanitaire, les entreprises sont à la recherche d'un nouveau souffle afin de relancer leurs activités. Le JICAM tente la solution de la coopération bilatérale pour d'éventuels appuis techniques ou financiers. Donald Brice Kamgan. Les données du JICAM, 97% d'entreprises sont frappées par les impacts néfastes du coronavirus. Comparé à 2019, le chiffre d'affaires a baissé de 310 milliards de francs CFA. Des contre-performances qui ont entraîné des licenciements massifs ou des mises en chômage technique des employés. Tout cela impacte négativement l'économie camerounaise et nous sommes heureux en tant que JICAM de savoir que désormais le gouvernement allemand met un accent sur la coopération avec le secteur privé. Pour relever l'économie ainsi paralysée, les opérateurs économiques se disent preneurs de toute contribution pouvant permettre de retrouver une bouffée d'oxygène. Cette rencontre entre l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun et le patronat est de bon ton pour Berlin. JICAM est une association de patronat et par l'expérience d'Allemagne, le patronat est essentiel. Pas seulement pour une bonne économie, mais aussi pour une responsabilité pour la société. Du fait des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également à l'extrême nord, des centaines d'entreprises ont vu leurs investissements détruits. Les appuis pour un redécollage dépendront des solutions politiques à ces crises, répond l'ambassadrice. Suivi par le directeur de la GIZ, qui explique que la coopération allemande déploie des modalités spécifiques dans le contexte actuel. On a des interventions jusqu'aujourd'hui là-bas. On travaille surtout dans un système de remote management, gestion à distance, à cause de la situation sécuritaire. L'Allemagne qui permet désormais à son agence de coopération de soutenir le secteur privé, soutien technique ou financier, pour des entreprises à bout de souffle du fait de la pandémie et des crises diverses. En culture, la fête du Ngondo chez le peuple Sawa, l'édition 2020 se tiendra du 7 au 13 décembre prochain. Exhortation à la jeunesse, c'est le thème retenu pour cette année 2020. De même que le nouvel uniforme de cette fête a été présenté au cours d'une conférence de presse à Douala. Le président du comité d'organisation, Sa Majesté Jean-Yves Ebombo, a indiqué que le Ngondo 2020 se tiendra dans le strict respect des mesures barrières. Je vous propose d'écouter le chef du canton Bel, Sa Majesté Jean-Yves Ebombo. À l'origine, est un Ngondo traditionnel. Il n'a pas le sens de toutes les animations que l'on connaît récemment, en vérité. Et donc, du fait du Covid-19, il fallait tout simplement, on est revenu au sens premier, à la valeur première du Ngondo. Et c'est ce qui va se célébrer principalement avec les
les initiés et les chefs traditionnels pour le sens mystique et traditionnel. Mais Ngondo va commencer en début de semaine, c'est-à-dire à partir de, je crois, du 7 jusqu'au 13, pour pouvoir descendre, en tenant compte du vote du conseil régional qui se fait le 6 décembre. Et donc le Ngondo en lui-même se vivra toute une semaine avec des articulations tout à fait nouvelles, mais qui tenant compte de la pandémie. Ben, en vérité, il y avait toute l'année, nous aurions dû avoir ce rapport particulier avec la jeunesse, ce qui était prévu. Mais c'est vrai que nous avons été amputés de cette orientation à cause justement de cette pandémie. Culture, la confrérie initiatique traditionnelle Sawa célèbre son 25e anniversaire. À cette occasion, une semaine culturelle est organisée en vue de transmettre l'essentiel de la culture à la jeune génération. Cédric Chouna et Kediara. Un conte pour décupler le sentiment d'appartenance chez les jeunes du peuple Sawa, à une ère où l'occidentalisation fait la guerre aux cultures locales. Nous sommes venus assister à la présentation d'un conte mythologique des Douala et apparentés. Ce conte retrace l'épopée de Djekila Njambe, de la création de l'humanité selon la mythologie, selon la cosmogonie des peuples Sawa et apparentés. Nous voulons que la jeunesse côtière se réveille, qu'elle apprenne ce qui est arrivé à leurs parents et grands-parents et arrière-grands-parents. Ce n'est pas de la faute de leurs parents, mais de la faute de qui l'on sait. Par qui l'on sait, il faut entendre l'Occident, qui au fil des ans a usé de stratégies pour asseoir sa propre culture sur les autres peuples. La totalité de la production artistique Sawa se trouve accumulée dans les arrière-salles des musées de 5 pays d'Europe. Ouais. Là, vous comprendrez, ils ont voulu créer un vide culturel pendant lequel ils imposaient leur culture à eux. Pour casser cet ordre des choses, Moutibé, la confrérie initiatique traditionnelle Sawa, ouvre sa semaine culturelle organisée à l'occasion de son 25e anniversaire par ce conte qui ramène les jeunes de cette génération à l'époque des histoires racontées autour d'un feu de bois, sous l'arbre, à palabre. C'est un conte qui est raconté d'abord par nos frères de Pongo, parce que c'est eux qui ont gardé cette tradition qui est mythique, qui date de plusieurs centenaires. C'est un conte qui retrace en fait notre culture, qui nous montre comment nos ancêtres, dans leur cosmogonie, dans leur théogonie, concevaient l'univers, contrairement à ce que l'occidental nous a présenté aujourd'hui. Donc, ce conte fait partie de notre culture. Le conte vient également asseoir le lien historique qui existe entre les peuples Sawa et égyptiens. Que ce conte est en rapport même avec des contes égyptiens qui retracent la mythologie de la création de l'univers, où on parle de Atum qui s'est incarné à travers les eaux et qui a engendré Osiris, Horus et Isis et Horus. Allons à présent à l'étranger. Climat post-élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le pays connaît une spirale de violence depuis la proclamation des résultats donnant vainqueur Alassane Dramane Ouattara. L'opposition dénonce ces violations des droits humains. Gizogo. Après la journée de tension vécue autour du domicile de l'ancien chef de l'État ivoirien, Henri Konan Bédié, ses avocats qui officient également pour le compte de la plateforme de l'opposition viennent de rendre public un communiqué. Celui-ci indique d'emblée que le domicile de l'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire a été pris d'assaut par les forces de l'ordre. Au cours de ces assauts, poursuivent-ils,
Une dizaine de personnes ont été interpellées, lesquelles se trouvaient au domicile d'Henri Konan Bédié pour une déclaration de la plateforme de l'opposition au sujet des attaques intervenues simultanément la veille autour des domiciles des leaders de cette coalition. Ces personnes poursuivent les conseils de l'opposition, ont été conduites vers une destination inconnue. Les avocats de l'opposition précisent en outre que 2 avocats présents sur les lieux ont également été arrêtés avant d'être relâchés. Ils font par ailleurs état de ce que Henri Konan Bédié, Pascal Afinguessan, Albert Tokoïs Mabri, Asso Adou et Hubert Oulaye sont assignés à résidence surveillée de fait. Aussi, le collectif des avocats de l'opposition en appelle à la communauté internationale pour qu'elle fasse le constat des graves violations des droits de l'homme en cours en Côte d'Ivoire. Enfin, ils enjoignent le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan, garant de l'ordre judiciaire, à mettre un terme à ces pratiques. Mais ces violences n'épargnent pas le camp présidentiel, dans lequel le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemeko Touré, a été victime d'une attaque à Bouaké alors qu'il regagnait Abidjan après avoir voté dans sa région. Pour le moins, la préélection présidentielle en Côte d'Ivoire est empreinte de nombre d'actes violents. Un public reportage dans ce journal. Obtention du Master 2 en recherche. L'Institut supérieur de management de Douala a organisé des soutenances en vue de mettre sur le marché de l'emploi et de la recherche une nouvelle vague de diplômés. Reportage. À l'Institut supérieur de management, au campus d'Enver Bonamoussadi à Douala, des futurs docteurs présentent leurs travaux de recherche. Il s'agit de la 2e promotion de Master 2 recherche d'ISMA dans les domaines sciences et gestion, comptabilité et finances, entre autres. Grâce à la qualité de la formation reçue dans cet institut universitaire privé de référence, ces candidats ont tous décroché de bonnes notes et d'excellentes mentions. La formation que nous avons reçue dans le cadre de notre master recherche a été une formation très solide. Et c'est certainement parce qu'elle a été solide que nous avons pu parachever de très bonne manière notre master recherche. En réalité, nous avons eu le mérite, n'est-ce pas, d'être formés par les éminents professeurs, n'est-ce pas, dans le cadre de cette formation, ce qui n'est pas vulgaire. Nous témoignons notre gratitude à l'endroit de tous nos enseignants et à l'endroit de tous les dirigeants de ISMA. La pertinence des problématiques choisies par ces chercheurs, leur capacité à bien mener la recherche et à convaincre par le choix des thèmes adaptés à l'environnement a complètement séduit le jury, constitué d'éminents enseignants venus d'ici et d'ailleurs. On peut noter que les candidats ont un très très bon niveau. C'est des candidats de qualité, c'est des mémoires de qualité et c'est des soutenants de très haute qualité, de très bonne facture. Et je suis convaincu que ce qui est fait à ISMA est intéressant. C'est intéressant pour la recherche parce que les sujets soutenus, les candidats, la pertinence des résultats, c'est des choses qu'il faut encourager. Basé sur le système LMD, ce diplôme permet à ces étudiants de poursuivre leurs études dans les universités de leur choix partout dans le monde et de continuer leur carrière professionnelle. C'est une opportunité à ne pas manquer, à ne pas rater pour tous les travailleurs qui ont des rêves, qui aimeraient avoir une thèse, faire dans la recherche. Les cours se font le soir, donc ça donne la possibilité à tout le monde. L'une des premières institutions à avoir mis en place toutes ces formations universitaires qui sont maintenant courantes au Cameroun. Et donc ISMA a toujours été considéré comme étant un établissement pionnier. Que cette formation donc est bâtie sur le système LMD. C'est-à-dire que c'est le même niveau que toutes les formations LMD du monde. Ce n'est pas différent du master recherche en France, pas différent du master recherche en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., etc. Créé en 1999, l'Institut supérieur de management, grâce à son personnel enseignant qualifié, a formé des milliers d'étudiants et de cadres qui ne cessent de faire rayonner le nom d'ISMA au Cameroun et bien au-delà des frontières. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain.
Après Kumba, la violence faite aux élèves fait une halte à Limbé. Vous l'avez dit, Serge Alotou, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des hommes lourdement armés et encore non identifiés ont pris d'assaut le Koulou Memorial College à Limbé, dans le sud-ouest, en début de matinée. Ces assaillants ont contraint des élèves et enseignants de se mettre en tenue d'Adam et Ève avant de les passer tous à tabac. Ces assaillants ont ensuite mis du feu sur leurs uniformes et plusieurs salles de classe. Serge Alotou. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui nous soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alotou. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant la suite. Et qui n'en soit. Nous sommes de retour sur le plateau et qui n'en soit en deuxième partie. C'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités. Louis Tating aux États-Unis, à Charlotte, et Fabrice Kwam Kamdem à Sarasota, en Floride. Sur ce plateau, Eric Yambi et le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, une fois de plus, les élèves attaqués. Mais cette fois-ci, pourquoi cette méthode ici, elle sort d'où? Comment vous comprenez ça, qu'on mette les élèves et leurs enseignants, on va les dire, dans un même endroit, en tenue d'Adam? Serge Alotou, ce sont des actes d'humiliation qui sont inqualifiables. Donc on a humilié l'enseignant, c'est-à-dire que le fait que l'élève voit la nudité de son enseignant, voilà, ça fait problème? Bien entendu, vous savez, le corps humain est sacré, quoi qu'on dise. Et cette sacralisation est ontologique. Et quand on regarde, vous voyez dans une salle de classe, des enseignants qui sont mis en tenue d'Adam et Ève, pour reprendre l'expression de Julien Berthe, et dans une situation extrêmement, vous ne pouvez pas vous imaginer, où on se retrouve dans un état de nudité. C'est extrêmement grave ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi s'attaquer à l'édifice qui construit un État, c'est-à-dire l'école, l'éducation? Et vous savez, au terme de ce que nous sommes en train de réaliser, on se rend bien évidemment compte que l'objectif qui est recherché, c'est de mettre en place une procédure d'instabilisation. C'est-à-dire qu'on veut déstabiliser la mise en place des cours et l'éducation de ce côté. Parce que si vous avez vu, depuis Kumba, on s'est attaqué à un édifice scolaire. Kumbo, on s'est attaqué aux enseignants. Voilà, oui. Aujourd'hui, c'est Limbé. Donc, je pense que l'objectif recherché est suffisamment clair. C'est-à-dire que mettre en péril l'éducation pour que les enfants ne partent pas à l'école. Vous voyez, c'est depuis 4 ans que le phénomène continue de durer. Et comme je l'ai indiqué toujours sur ce plateau, chaque fois qu'une crise commence à durer, comme c'est le cas, même les solutions commencent à se complexifier. D'où donc nous interpellons de tous nos voeux l'État du Cameroun de trouver tous les voies et moyens justement de ramener la paix de ce côté, parce que la première mission, ou du moins la mission tribunicienne d'un État, c'est de sécuriser son peuple ainsi que leurs biens, et surtout de sécuriser les populations vulnérables, parce que de ce côté-là, vous avez vu, on s'attaque aux enfants. Parce que lorsqu'on tue, comme ça a été le cas, 7 enfants, vous ne pouvez pas résister. On a tous pleuré sur ce plateau samedi 24 octobre. Je vous rappelle que je suis allé accompagner mon épouse le matin, mais les enfants m'ont suivi. Ah, voilà le père qui a pleuré à la télévision. Bon, tout sur le coup, vous voyez, ça, vous comprenez le choc, la profondeur du choc qui touche toutes les sensibilités qui vivent. Donc, ça veut tout simplement dire que nous rappelons et nous interpellons davantage notre État de redoubler des mécanismes sécuritaires, vraiment pour qu'on évite encore de tels périls. Eric Yambi, l'école une fois de plus attaquée. L'humiliation, comme a dit Dr Luison Essomba. Pas de perte en vie humaine, mais ils ont choisi notre voie, c'est l'humiliation et des élèves et des enseignants. Avant toute chose, j'aimerais avoir une pensée pour les enfants, en tout cas ceux qui auront un hommage religieux à la Presbyterian Church
de Fiango à Kumba. Ce sera demain jeudi à 12 h. Les gens là-bas sont dans la douleur. Les gens là-bas manquent déjà des mots. Cette guerre a longtemps duré. Il se passe tout simplement que les gens sont fatigués. On ne va pas à l'école pour mourir, on va à l'école pour acquérir les savoirs. On aimerait bien se dire que ce qui s'est passé à Moda Francisca, ce qui s'est passé à Limbe aujourd'hui, que c'était hier. C'est ce qu'on a envie de se dire. Mais pour dire que c'était hier, il faudrait déjà qu'on sorte de ce bourbier. Parce qu'effectivement, c'est un bourbier. La République n'est pas à terre lorsqu'elle décide de discuter avec ses autres enfants qui ont choisi d'autres moyens d'expression. La République n'est pas à terre lorsque les enfants d'un même pays décident d'être ensemble pour discuter, même s'ils ont évidemment différentes idées, même s'il y a eu des morts. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de tourner la page très très difficile qui est en cours. C'est non seulement un mauvais film, surtout qu'il s'agit des Camerounais qui tuent des Camerounais. Vivement que nous passions à autre chose et que nous prenions des mesures courageuses afin que ce qui s'est passé hier ne soit plus là demain. Voilà, nous prenons la direction de la Floride. Fabrice Kwam d'abord. Fabrice, vous avez sûrement regardé ces images, vous également, votre sentiment. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Koulou Memorial College à Limbe. Fabrice. Nous n'avons pas Fabrice. Bon, voilà. On a envie de se poser la question de savoir, est-ce que définitivement, ce cycle est prêt de s'arrêter? Non, pas du tout. Je crois que je ne veux pas être pessimiste ou apocalyptique, mais je me dis, à mon humble avis, que si rien n'est fait en termes de discussion, en termes de dialogue, en termes de négociation, je le dis toujours ici, que personne ne vient de voir cette situation perdurer. Ce sont des Camerounais qui décèdent. Et je dois vous rappeler, peut-être que c'est à bas prix ou bien à bas mot, on a près de 4000 personnes mortes depuis le début de cette crise. Tout ça, ce sont des Camerounais, que ce soit du côté des civils, que ce soit du côté de nos forces de défense et de sécurité. C'est une situation à l'est qui exacerbe déjà tout le monde. Parce que vous avez vu, même nos forces de défense et de sécurité sont fatiguées. Ça fait 4 ans que ça dure. Il y a certains d'entre eux qui laissent leur famille, qui laissent leur épouse, et ainsi de suite. Il y a des civils qui décèdent. Donc, comme on l'a toujours dit ici, que l'option militaro-militaire qui est davantage mise en exergue, a, à mon sens, montré ses limites. Il faudrait penser à autre chose de plus fort. Ces gens-là autour. Face à un python, on n'utilise pas une brindille. Le python va vous dévorer avec la brindille. Donc c'est pour dire que les mesures qui doivent être prises doivent être des mesures appropriées au regard justement de la qualité et surtout du degré d'intensité que nous sommes en train de voir en termes sécuritaires, en termes justement de perte de vies humaines. C'est quand même compliqué, ça commence à être difficile et insupportable. Donc, nous appelons les sécessionnistes jusqu'aux boutistes à déposer les armes qu'ils n'auraient dû jamais prendre et demander à l'État justement d'ouvrir véritablement les voies du dialogue. Et il y a un célèbre auteur qui disait « Vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre ». Parce qu'avec la guerre, on ne reconstruit rien. Avec la guerre, c'est la perdition, c'est les vies humaines. Et vous savez, l'être humain est une pièce unique qui ne peut pas être changée même avec son propre frère. D'où là la nécessité de cette interpellation à l'endroit de notre État, de trouver rapidement et de mettre en branle tous les mécanismes possibles justement pour ramener la paix. Voilà, ils sont revenus. On va commencer par Fabrice Kwam Kamdem. Fabrice, vous avez sûrement, comme je l'ai dit, regardé ces images avant même le journal de 20h. Vous les avez également, vous avez vu une fois de plus, dans le 20h de Julien Berthe Bissaï. Votre sentiment après ce que on a vu du côté de Kumba aujourd'hui, c'est Limbe. Pas de mort, mais, comme a dit le docteur Luisin Isomba, l'humiliation suprême et des enseignants et des élèves. Saint-Jalin, c'est très très choquant, puisque tous les jours, les images que nous recevons désormais du pays sont celles-là. Et à se dire que ça dure 4 ans et qu'il s'agit des frères d'un même pays, c'est inconcevable.
c'était à Kumba il y a la semaine dernière, dans la même région. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mesure qui a été prise par les forces de l'ordre. Je ne comprends pas. À Kumba aussi, il y a eu l'enlèvement des professeurs, je crois, hier. Et on se dit finalement qu'il y a des personnes qui profitent de cette guerre. Ces personnes doivent être des personnes qui sont tapées dans l'ombre dans le gouvernement parce que c'est si simple. Je ne dirais pas que c'est devenu très compliqué, mais au début, quand ça a commencé en 2016, c'était si simple de régler la crise. Mais notre gouvernement a toujours prôné la voie de la force. Ils ont compris que la force, ça marche pour un moment, ça ne va pas toujours marcher. J'interpelle ici le chef de l'État du Cameroun, M. Paul Biya. S'il est chef de l'État, il est garant de la sécurité de tous les citoyens. Il ne va pas continuer à se cacher et toujours envoyer des émissaires nous raconter du n'importe quoi, je suis désolé du terme, mais il faut vraiment que ça cesse parce que ça, c'est un traumatisme que nous avons vivre de génération en génération. Nous, dans la diaspora, avant, nous vivions tous comme des Camerounais, francophones, anglophones et tout. Mais maintenant, je vous assure, il y a des réunions de Cameroun dans certains États qui sont carrément divisés. Parce que désormais, soit certains frères anglophones nous accusent de lâcheté et ils trouvent que nous n'avons pas défendu leur cause. Et nous aussi, nous sommes, je ne veux pas dire impuissants, mais maintenant nous sommes divisés entre ceux qui sont toujours Camerounais, mais veulent une solution pacifique de la crise et ceux qui ne veulent plus entendre de la crise. Et je dirais que ça est de la responsabilité des Camerounais qui a pris l'engagement d'engager une guerre contre son peuple. Il est important si on nous, comme disait Laurent Gbagbo. Voilà, on va rester aux États-Unis. Louis Tsating, cette fois-ci, Louis Tsating, it's the first time to having you on the program. After Kumba, today was Limbe. What do you have to say about all this? You know, it is very, very disheartening to see the events as they unfold from week to week. You know, it was Ngarbo yesterday. It was Kumba last week. It is Limbe today, and yesterday or the day before, there were also issues around Kumbu and other areas. And these events keep multiplying themselves over and over and over. And as other panelists have said, you know, it is sad as a parent to bury a child. Talk less of burying a child because you send them to school, and they died while trying to gain knowledge to be able to survive in life. Out of a situation that should not have even been in existence, this war, this senseless war that we are having. It is a sacrilege. Look at the images today. Look at the students. Look at their teachers. How do you expect these kinds of incidences not to create a long life of trauma across the entire society? It is going to do that. But coming back to the very essence of this issue, one should ask the question, why? Why do we have to go through these kinds of situations when all it takes is dialogue? Yes, there may have been disagreements between, you know, Southern Cameroonians, if you can put it that way, the northwest and the southwest regions of Cameroon, and the central government. It has deteriorated into violence. It is going on now for 3 to 4 years. Everybody around the world, everybody in Cameroon is beginning to ask the question, why is it difficult for us to actually sit around the table and talk? Why is the head of state not taking his responsibilities and actually doing what is right for a father who should, when the children are wearing and fighting, call them to a table and say, let's talk. What is the problem? There is no shame in sitting down and talking. It doesn't make the nation weak. It doesn't make the head of state weak. It doesn't make the army weak. It makes nobody weak. Dialogue is the one tool that always resolves issues around the world, especially when it comes to violence. And we've seen that in many countries. It's not just Cameroon. Cameroon is just one amongst many. We've seen civil wars in many countries. They always end up with dialogue. They always end up with
protagonists sitting around the table. So why do we have to repeat the mistakes of history? Why do we have to rewrite history over and over? Why do we have to go down this path of killing many? Killing our brothers and sisters. Think about it. The military that shows up in Kumbu or Kumba or wherever it is, in the name of fighting restorationist forces, they face their brothers. The same restorationist forces that show up in other areas and get engaged in combat with collateral damage and all the other things that happen, they're facing their brothers and sisters. Please, let's all put our hands together, however we can, to actually make it clear to the head of state and to those concerned that there's nothing wrong with following proven methods and proven, processes to bringing peace in this kind of situation. Okay. Why not a ceasefire? Why not an open and frank dialogue? We should do that. And I hope that the head of state is listening, and one of these days he would come to reason and realize that it is only dialogue that should resolve this kind of problem, as opposed to a military solution that keeps destroying the country and destroying. And we may get to a point where we may cross the bridge of no return, which is the unfortunate thing that these kind of situations always lead to. So I would really hate to see that we get down that path and cross the bridge that gets broken behind us, and then Cameroon becomes one of those case studies in the history books. Voilà, Louis, je reste avec vous. On est à quelques minutes de la fin. Rapidement, ce sera votre dernier mot. Vous avez dit vous-même que dans quelques heures, on aura le président des États-Unis. Pour vous, ce sera qui et qu'est-ce qui va bien faire, qui aura pu faire la différence, que ce soit Trump ou bien Biden? Pour vous, 30 secondes. La différence va venir d'où? Well, I always, unapologetically, I am a Democrat. So I would like to see my candidate win. I would like to see Biden win. But that said, if Trump wins, 4 more years, and we'll move on to the next president. Ok. Voilà, merci Louis Tating d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Financial Risk Management Expert. Vous êtes à Charlotte, aux États-Unis. On va poser la même question à Fabrice Kwame Kamdem. Fabrice, pour vous, le vainqueur, ce sera qui dans quelques heures? Et qu'est-ce qu'il aura bien pu faire? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que j'aimerais, pour ma part, comme je l'ai dit, je parle toujours au nom des immigrés. J'aimerais que ce soit le candidat Joe Biden qui le remporte. Mais si c'est Trump aussi, il y aura la continuité. Moi, c'est avec Trump ce qui va se passer, il y aura la stabilité dans les marchés. Ça, c'est sûr. Mais le pays va continuer à être divisé, davantage divisé. Alors qu'avec Biden, il y a espoir que les lois sur l'immigration soient de moins en moins rigides et surtout que le pays commence à penser ses blessures pour s'unir. Je crois que c'est là où il y a véritablement la différence. Mes pensées vont ce soir à toutes les populations du Nord-Ouest qui souffrent de martyre. Merci. Voilà, merci Fabrice Kwame Kamdem. Je rappelle que vous êtes en Floride, aux États-Unis. Merci d'avoir participé à l'émission Eric Yombi. Pour vous, Joe Biden et l'Afrique, ce sera comment? Trump et l'Afrique, c'était comment? D'ici peu, c'est le président des États-Unis qui sera élu. Pour l'Afrique, ça ne changera pas grand-chose. Si ce sont les démocrates, on aura une approche différente, une approche soft, moins brutale. Si c'est Donald Trump, on aura une approche brutale avec une rhétorique qui n'aura pas beaucoup changé, qui va nous rappeler, souvenez-vous sans doute, les propos quasiment injurieux qu'il avait utilisés. Ça ne changera pas grand-chose pour l'Afrique parce que, au sens géostratégique, l'Afrique n'est pas véritablement un enjeu en ce qui concerne les Américains en ce moment. C'est vrai qu'il se déploie notamment au Sahel avec une aide assez importante dans le domaine de la sécurité, notamment aux Français, mais de manière beaucoup plus profonde.
un nouveau président des États-Unis, avec les intérêts de l'Afrique, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. On a même constaté que ces dernières années, il y a eu une décroissance en ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux entités. C'est vrai que le Cameroun se démarque avec le fait que sur les 3 dernières années, les Américains ont des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA sur les 3 dernières années. Mais on arrivera sans doute à une consolidation des acquis concernant particulièrement le Cameroun, c'est-à-dire un positionnement dans ce pays afin de mieux se projeter sur l'Afrique centrale, un positionnement au Cameroun pour mieux contrôler le golfe de Guinée où les Américains ont un programme avec notamment les militaires camerounais et nigérians, mais de manière beaucoup plus profonde, il n'y aura pas un changement radical, surtout que cette réalité sécuritaire est venue à l'existence avec les attaques du 11 septembre, grâce à une alliance particulièrement scellée entre les États-Unis et le Cameroun à travers la réception de George Bush Junior qui avait reçu le président Biya. C'était en 2003, évidemment, n'est-ce pas, à la veille de frappes en Irak. Donc, ce qui a fait en sorte que c'est une relation qui prend de plus en plus du volume, dont les Américains ne vont pas régner leurs acquis. Les Américains vont continuer à se positionner, qu'il s'agisse de Trump ou de Biden, mais ce sera un positionnement qui est toujours minimal, parce qu'au sens sécuritaire, c'est pour empêcher l'avancée islamiste, notamment, qui pourrait se projeter sur les États-Unis. Docteur Luisan Issomba, vous voyez qui prêter serment en janvier? Moi, je vois Joe Biden, parce qu'en réalité, c'est une opportunité pour l'Afrique, parce que vous savez, quand nous avons vu le comportement de Donald Trump, il s'est attaqué aux dirigeants africains, surtout aux dictateurs, et qui vont trouver une bouffée d'oxygène s'il s'en va. Et aussi la politique d'immigration va prendre justement, sera prospère parce que les Africains aiment aller de ce côté-là, puisqu'on estime que c'est un Eldorado. Donc, moi je pense que le vote au profit de Joe Biden sera pour l'Afrique un moyen de davantage s'émanciper en termes d'immigration et surtout en termes de protection. On a pensé la même chose lorsque Barack Obama est arrivé en 2008. Hein? Oui, pour Barack Obama, c'était un peu plus compliqué que cela. Un peu plus compliqué que cela. Donc moi, je voudrais dire tout simplement pour achever cette émission, indiquer que le président des États-Unis, il faut qu'on le dise, est un monsieur puissant qui a des pouvoirs exceptionnels, mais qui sont des pouvoirs qui s'exercent dans d'exceptionnelles limitations. Voilà. Parce qu'il a son droit de veto, mais ce droit de veto, s'il s'amuse, parce que le Congrès peut procéder à des contournements, et vous savez que le président des États-Unis est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, c'est le principe. Okay. Mais en cours de ce mandat, s'il y a un acte de haute trahison, on peut engager contre lui une procédure d'impeachment qui est initiée par la Chambre des représentants et il est jugé par le Sénat américain. Voilà, madame, monsieur, merci à vous d'être venu, cher monsieur. Merci également à nos compatriotes qui étaient de l'autre côté, aux Amériques. Merci à l'équipe technique conduite par Innocent Abega, il y a Marlise Minkumo, il y a Dipanda, Raphaël Dipanda, Théo Tchouke et il est également là, notre technicien, le Doponé, voilà, il est là. Madame, monsieur, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro et qu'il en soit. Bonsoir, Makepe Misoke.